Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Oh, on est balneuf, c'est irrespirable ici. Oh putain, c'est irrespirable. Dur, dur être bébé. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Et moi, je pense que c'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. À l'inverse, vous avez de l'autre côté une offre qui est une forme de communautarisme, qui est un peu électorale. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Nous sommes en guerre. La guerre civile, eh oui, je dis sous, mais je dis attention. Si les extrêmes montent, et DEC, si les extrêmes montent, c'est la guerre civile. C'est la même personne, notre président de la République bien-aimé, que le monde entier nous envie, qui dit sous et qui dit attention à la guerre civile. Oui, alors je dis sous et puis je vais voir. C'est très intéressant et ça m'a rappelé Corneille. Vous allez me dire pourquoi Corneille? Horace. Et si vous enlevez la tirade sur Rome et vous la pensez par la tirade sur France, rappelez-vous de ces vers immortels. Voir le dernier Français à son dernier soupir, seul en être la cause, et mourir de plaisir. Et on va parler de tout. On va parler des élections, des écoles qui brûlent. Pourquoi elles brûlent, hein? Près de Lyon, là, tout récemment. L'école Marcel Pagnol de Pézieux. Pourquoi un collectif nomme des députés en disant bloquons-les, notamment dans la liste Virginie Joron. On va parler avec Virginie Joron, députée européenne, qui se présente là aux législatives, qui donc démissionnera de son poste de députée européenne puisqu'elle a été réélue déjà. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe avec évidemment Ursula von der Leyen? Il y a un jugement bientôt dans 48 heures. Où en est-on? Tout va ensemble. Oui, la guerre, elle n'est pas seulement civile, elle est continentale, elle est régionale, elle est moyen-orientale. Enfin, ça bouge de partout. Les perles, évidemment, les huées, les bravos avec Nicole Belloubet, qui va nous donner le prochain programme d'éducation sexuelle et morale à partir du CP. Et puis, on va parler... Et puis, quand même, allez, saluons Julian Assange. Enfin libre. Après 5 ans de prison, après 15 ans de réclusion, Julian Assange est libre, rentre en Australie. On va évidemment l'évoquer. Et puis, avec Daniel Salvatore Schiffer et Randy Alloz, on va parler de, y a-t-il véritablement une importation, non seulement une importation du conflit israélo-arabe, mais y a-t-il véritablement un antisémitisme redoublé? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un fait divers en 12 France. Un fait divers. Oui, écoutez, c'est devenu quotidien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on brûle l'école, à mes yeux, dans les périphéries de Lyon. On brûle une école brûlée. Bon, écoutez, c'est presque une habitude. Non? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Sortant de l'école, oui, mais il y en a qui font autre chose. Par exemple, le 19 juin dernier, à l'école Marcel Pagnol de Mézieux, Marcel Pagnol, hein, dans la métropole de Lyon. Eh ben, quelques gamins sont entrés, des gamins, voilà, et ont commencé à brûler. Allez, 2 classes entièrement détruites, 11 autres très dégradées et inutilisables. Bilan matériel, et ben voilà, école cramée, voilà. C'était mercredi dernier, 2 mineurs ont été interpellés après l'incendie, ils ont filmé leur acte. Et oui, ils ont filmé leur acte, parce qu'aujourd'hui, attention, on ne se contente pas de tabasser, de violer, ou de voler, ou de poignarder, non, attendez, il faut passer à la postérité, ou au moins sur TikTok, qui est une annexe de la postérité, donc on filme, écoutez la bande son. Oh, on est balneuf, c'est irrespirable ici. Oh putain, c'est irrespirable. Oh, viens, on se barre d'un autre côté, parce que là, ça va. Oh, tu veux un kit de son? Tiens, je vais trier.
Par les chapitres 1, Capricène quand même. Oh, voilà. Et ben voilà. Le briquet est tombé. Ouais, voilà, tranquillement, vous savez, il faut leur marcher. Il dit, tiens, ça t'intéresse, et puis il casse des meubles, et puis il renverse des meubles. On voit tout ça, hein, sur la vidéo, voilà, c'est très simple, ils sont tranquilles, ils sont en train de casser, puis l'incendie, puis ah oui, c'est irrespirable, c'est la fumée, c'est pas marrant, quoi. Sinon, ce serait tellement drôle, quoi, hein, comme Néron, quoi, les petits Nérons de sous-préfecture. Rome brûle. Patrice Romain, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Romain, vous êtes ancien principal de collège et on vous avait reçu pour votre livre passionnant, Omerta dans l'éducation nationale, édition du Cherche-Midi. Dites-moi, Patrice Romain, on a l'impression vraiment, j'ai dit ça un peu par provocation, mais est-ce vraiment de la provocation quand on dit que ça devient presque un fait divers? Ça y est, voilà, une école de plus de brûlés. Je dis pas qu'il y en a 400 000, mais enfin quand même, ça correspond à quoi, à votre avis? Ça, on est en train de payer au prix fort plusieurs décennies de complaisance au lieu de bienveillance. Hein. C'est-à-dire que ça fait des décennies que les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale demandent aux professeurs et à tout le monde de ne surtout pas sanctionner, d'être bienveillants, de laisser faire ce que l'on veut, alors que tous les psys le disent, un enfant pour se construire, il a besoin d'une dose de frustration. Donc il a besoin d'interdit, il a besoin de trouver la limite. Alors là, quand vous êtes chef d'établissement, moins vous sanctionnez et plus vous êtes bien vu par la hiérarchie. Ah oui, donc, pas de vague, quoi. C'est voilà, ça. surtout pas de vague, comme je le dis dans mes livres. Et donc voilà, donc les ados, ils cherchent la limite, ils n'ont aucune limite, ils ne savent pas ce que c'est que les limites. Et moi je dis que ces hauts fonctionnaires qui prônent cette voie, ils ont une très lourde responsabilité. Et d'ailleurs, l'histoire les jugera très sévèrement, mais ils ne seront plus là, quoi. Donc voilà, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle quand même qu'un incendie volontaire, pour un adulte, c'est considéré comme un crime, donc on va aux assises. Et là, si je caricature un petit peu, je dis qu'il va passer devant un juge, et le juge va dire, c'est pas bien, hein, allez, je te fais un rappel à la loi. Bon, là, je caricature un petit peu, mais là, je ne caricature pas lorsque je vous dis que les élèves qui posent problème, on les envoie une semaine en vacances pour qu'ils puissent réfléchir à leurs actes. Là, les pauvres petits élèves qui donc auront leur classe brûlée là, les parents n'ont peut-être même pas les moyens de les emmener une semaine en vacances. Mais ça, on s'en préoccupe pas. Parce que c'est la majorité silencieuse qui n'embête personne. Donc, pour moi, il est là le problème. Et effectivement, ça devient malheureusement un fait divers. C'est dramatique. Moi, je suis écœuré, ouais. Parce qu'on se dit pas de responsabilité, pas de sanction, travaux d'intérêt général. Ils sont des mineurs, donc ils seront déférés devant un tribunal pour mineurs. Et on sait ce que c'est. Et on sent, si vous voulez, dans la vidéo, on le sent encore mieux, qu'ils se baladent. Il y en a un qui dit d'ailleurs, on n'a pas publié toute la vidéo, diffusé tout le son. Il disait, mais ma sœur travaille là. Il y a un qui dit, à un moment donné, on l'entend, donc sa sœur demain, elle pourra plus aller en classe parce que, effectivement, l'école a brûlé. Mais dites-moi, ce que vous décrivez, ce que vous avez décrit dans votre livre, Monsieur Romain, il y a quelque chose, enfin, encore une fois, ce n'est pas nouveau, ça fait presque des décennies que c'est comme ça, en tout cas plusieurs années, et à chaque fois on dit mais oui, c'est fini, ce n'est plus possible, on va réagir. Et c'est quoi? C'est lâcheté, c'est déni, c'est manque d'intelligence, ou surtout manque de courage. C'est quoi? Je parle pas seulement d'ailleurs des responsables de l'éducation nationale, enfin de certains, mais des politiques aussi, enfin des juges, etc. Ouais. On comprend pas. Alors le manque d'intelligence, je ne pense pas, je n'espère pas, mais pour tout le reste, c'est tout à fait ce que vous avez dit, bien sûr. Bien sûr. J'ajouterais un dogmatisme, surtout nécessaire, et puis on en arrive là. Vous savez, vous avez parlé d'intérêt général, de travaux d'intérêt général. Moi, je vais vous citer juste un exemple. Je crois que c'est en 99, il y avait une grosse tempête qui avait détruit pas mal de forêts françaises, et il y avait un délinquant qui avait une petite frappe qui avait été prise par la police, et le juge lui avait donné X
heures de travaux d'intérêt généraux pour aider les bûcherons à nettoyer les forêts. Ouais. Et ben le premier jour, il est arrivé un certificat médical comme quoi il était allergique au bois. Allergique au bois. Voilà, ça y est, terminé. Il avait effectué des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Se dépêcher d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Voilà, pour marcher, voilà, exactement. Ouais. Ça. Mais dites-moi, ok, au-delà de ça, c'est-à-dire, est-ce que vous avez vu dans votre activité de principal de collège, est-ce qu'on s'est vu au fil des ans se dégrader la situation en disant d'un côté, vous l'avez déjà dit, pas de vague, d'un autre côté, bon, écoutez, il faut être noté, il faut quand même, on a une carrière à assumer, et donc cet état de fait qui est là peut arriver jusqu'à quoi? Parce que si ça devient que ce soit des écoles ou autre chose, ou des vengeances, enfin on le sait, ou des vieilles dames tabassées, sinon plus, c'est-à-dire que ce n'est même plus la France orange mécanique, c'est la France qui se fissure, qui s'effondre. Enfin, c'est quand même assez, je dirais plus qu'effrayant, parce que on s'habitue. C'est ça qui est terrifiant, Patrice Romain. On a l'impression qu'on s'habitue. Oui, c'est exactement ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? À toutes ces vedettes du showbiz qui, lorsqu'elles ont un problème de santé, se rendent compte que l'hôpital est dans un état dramatique et là, donc, font des petites actions, remercient les soignants, disent « Ah là là, c'est un scandale, etc. » Et je pense que tant que les politiques ne seront pas touchés dans leur chair, dans leur famille, par tous ces actes, ils ne réagiront pas. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs, vous parlez des vedettes du showbiz, effectivement, quand elles se font cambrioler, là, on entend les pleurs en disant oui, j'ai été cambriolé, etc., etc. Enfin, c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire tant que ça on est bien loin de Georges Brassens et de ses stances à un cambrioleur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, donc, pour vous, qu'est-ce que, je veux dire, c'est une question de volonté, par exemple. Est-ce que c'est au niveau, aujourd'hui, quand on parle d'école, puisqu'on parle de cela qui brûle autre, c'est au niveau des juges, c'est au niveau de l'éducation nationale ou du rectorat, enfin, c'est à quel niveau qu'il devrait y avoir un sursaut? Et lequel? Pardon. Alors les juges, évidemment, on voit tous que la police effectue parfaitement son travail et que c'est au niveau des juges que ça coince. Et au niveau de l'éducation, bien sûr, quand va-t-on enfin laisser les acteurs de terrain déterminer la punition, la sanction qu'on doit donner à un élève Parce qu'aujourd'hui, Patrice Romain, les acteurs de terrain ne peuvent pas donner eux-mêmes la sanction. Un maître d'école, un professeur, un instituteur n'a rien à dire quand il se passe quelque chose dans son établissement. En fait. Évidemment. Évidemment, c'est ce que je décris dans mon livre. Ouais. Vous savez, le professeur qui est face aux élèves et qui se fait insulter, ça lui fait pas plaisir. Il a envie de punir. Seulement au-dessus, quels que soient les échelons, ça peut même dès l'échelon du chef d'établissement qui donc veut poursuivre sa carrière, et on l'en dissuade. On l'en dissuade. Oui. Bien sûr, d'où le titre Omerta dans l'éducation nationale, oui. Parce que c'est incroyable. C'est pour ça que c'est difficile. Vous savez, les médias en général disent qu'il y a des problèmes de recrutement pour les professeurs parce que, entre autres, c'est très mal payé. C'est loin d'être la seule raison. Je crois que la raison principale, ce sont les conditions de travail. Quand vous vous faites insulter à longueur de journée, psychologiquement, c'est impossible. Vous vous rendez compte? Vous avez un élève qui vous traite plus bas que terre et vous le retrouvez le lendemain face à vous. Mais psychologiquement, c'est extrêmement difficile. C'est clair. Quand il ne faut pas qu'il s'excuse auprès des parents, ou presque, enfin, en disant oui, rengainez votre colère, voilà, il vaut mieux aller faites profil bas, quoi. C'est ça, faites profil bas. Mais bien sûr, mais moi en tant que chef d'établissement, plusieurs fois, ma hiérarchie m'a demandé d'aller à Canossa. Je vous dis, c'est au quotidien. Dans la mesure où c'est du pas de vague et que les parents donc menacent de faire des vagues si le chef d'établissement ne s'excuse pas, ou le professeur, et bien voilà, le professeur, le chef d'établissement, s'excuse platement. Ouais, c'est quand même, c'est ça. Et vous avez raison de dire que il n'y a pas que le problème des émoluments et de salaire de fin de mois. Il y a le problème des conditions de vie
et au-delà même du travail, dans l'établissement où l'on passe quand même quelques heures par jour, et c'est assez terrifiant. En tout cas, vraiment, encore une fois, une école, l'école Marcel Pagnol de Mézieux dans la métropole de Lyon, et ben voilà, et ça va passer, silence, circuler, il n'y a rien à voir. Merci Patrice Romain. Mais je vous en prie, bonne continuation. Merci Patrice Romain d'avoir été avec nous. Et on rappelle votre livre Omerta dans l'éducation nationale, c'est aux éditions du Cherche Midi. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. Tiens, on va parler direction Bruxelles, Parlement européen. Est-ce que Ursula von der Leyen peut être reconduite à son poste? On en parle avec Virginie Joron. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, mais vous savez que nous avons effectivement un président maître des horloges qui nous fait passer les aiguilles à une vitesse supersonique. Et c'est peut-être pas mal, d'ailleurs, après tout. Je ne juge pas là-dessus, mais c'est intéressant parce que on sort à peine des élections européennes pour entrer dans les élections législatives en France. Et voilà-t-il pas qu'une jeune femme qui vient d'être élue députée du groupe Identité Démocratie au Parlement européen, elle y était déjà, elle a été réélue, elle doit siéger, dit non, je vais aller aux élections législatives, dans l'Est, d'où je suis, à Strasbourg. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous étiez tranquille au Parlement européen, vous faisiez un très bon travail, on l'a déjà suffisamment dit. Vous aviez votre confort, vous étiez à Strasbourg. Je ne dis pas, vous n'aviez pas un salaire de SDF. Et voilà-t-il pas que vous présentez aux législatives? Pourquoi? Déjà, c'est en réaction à cette grenade qui nous a balancé dans les pattes avant la fin de la transmission de tous ces résultats. Et puis parce que je suis engagée aussi au niveau local à Strasbourg, il me semble nécessaire de reprendre Strasbourg qui est dans les mains de la France Insoumise. Donc c'est aussi pour cette raison que je me suis engagée pour ces nouvelles élections. Et puis c'est vrai que cette compétence et cette expérience que j'ai eue au Parlement européen peut aussi servir, j'espère, demain au sein du Parlement à l'Assemblée nationale. Oui, surtout que Strasbourg, vous y étiez déjà, entre Strasbourg et Bruxelles, en tout cas. Virginie Joron, effectivement, et on se rappelle, je le dis, parce que Virginie Joron a été avec Michel Rivasi, paix en son âme, l'une des figures de proue de la lutte par rapport au Covid et par rapport à l'opacité de la gestion du Covid. Alors, juste, je voudrais qu'on commence à parler de ça, Virginie Joron. Apparemment, il y a quand même quelques difficultés. Alors, on dit que Ursula von der Leyen est favorite pour renouveler son mandat de présidente de la Commission européenne, mais en même temps, il y a un Pfizer-Gate, la Commission européenne est en question au tribunal, vous savez, on a parlé de ce lobbyiste belge et de l'avocat Diane Prota, qui ont porté plainte avec un certain nombre d'organisations. Où ça en est, à votre avis, elle va être conduite, il y a des cailloux dans la chaussure, ou pas vraiment? Je voudrais avoir votre avis. Oui, alors c'est pour ça que j'ai fait l'aller-retour aujourd'hui à Bruxelles pour un peu sentir ce qui se passe dans les couloirs, parce que finalement, effectivement, il y a tous ces recours que je salue et qui sont utiles, mais en même temps, cette élection surprise en France a un impact. Ici à Bruxelles, parce que dans le 27 et 28 juin, il y a le sommet des dirigeants européens qui vont choisir leur candidate. Donc il y en a 3 en lice et 3 sont en concurrence et ils ont la particularité d'avoir tous des casseroles. Donc on sait, Madame von der Leyen, casserole Pfizer. On a Kallas qui a un problème avec son mari qui a des investissements en Russie. On a aussi un autre candidat portugais qui a des problèmes avec aussi qui est impliqué dans un scandale avec du lithium, mines, des concessions de Lime. Donc ça, c'est en discussion. 3 candidats, une batterie de casseroles, quoi. Voilà, exactement. Mais apparemment, c'est le CV ici idéal pour obtenir des postes. Mais ce qui est intéressant et c'est important parce que finalement, ces élections en France ont un impact ici à Bruxelles parce que le choix n'est pas encore fait.
Et donc, il y a beaucoup de tractations dans les couloirs. Et moi, je rappelle qu'effectivement, il y a aussi une donnée qui est importante. Le résultat de ces élections va aussi donner une tendance sur le choix du commissaire européen. Je rappelle que c'est Thierry Breton qui est donc incarné le macronisme, qui lui aussi est en lice pour récupérer aussi un portefeuille. Donc, c'est vrai que finalement, il y a l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect politique qui est très présent ici à Bruxelles. Rien n'est fait, rien n'est joué. Normalement, l'ouverture de la plénière à Strasbourg, qui est le 16 juillet, on aurait dû investir la nouvelle présidente ou le président. Et aujourd'hui, les discussions sont encore sur la table, et donc on n'aura peut-être pas encore à voter cette présidence, puisque, comme je vous le dis, beaucoup de tractations, et aussi avec ces résultats en France qui sont finalement attendus par Bruxelles. Donc vous dites d'un côté que que le résultat des élections françaises vont peser d'une manière ou d'une autre sur effectivement la réélection ou pas la réélection, en tout cas au niveau bureau. Et est-ce que la date du 27-28 juillet est fixée ou elle peut être reculée ? Alors ça, le 27-28 juin, c'est le sommet des dirigeants ici à Bruxelles. Tous les dirigeants vont discuter sur le choix de candidat à la présidence. Tout à fait. S'ils se mettent pas d'accord, s'ils se mettent pas d'accord, on n'aura donc pas ce vote à l'ouverture de la plénière à Strasbourg, qui sera le 16 juillet à Strasbourg, qui normalement dans les traités, c'est la procédure. Mais ça peut être reculé au mois de septembre. Et donc, c'est vrai que finalement, l'intérêt qu'il y a aujourd'hui politique autour de ces élections législatives a un impact vraiment direct sur la composition demain de la Commission. Donc, d'où l'importance de continuer cette campagne et d'aller voter, parce que Madame von der Leyen, effectivement, est en difficulté avec ses procès. Et politiquement aussi, parce qu'elle n'a pas encore aujourd'hui les macronistes qui ont beaucoup perdu de sièges, et on le voit au sein du groupe Renew, il y a des Tchèques qui vont partir de ce groupe, donc ne sont plus en capacité, parce qu'il lui faut 361 voix à Madame von der Leyen pour être choisie. Pour être élu, il faut 361 voix. 61 voix sur 720. Voilà, sur 720 députés, des partis politiques, des États membres comme la Pologne et la Hongrie, comme vous le savez, ont fait des recours contre Pfizer, ils n'ont pas été soutenus par la Commission, et donc recours contre Pfizer dit recours contre la présidence de Madame von der Leyen. Donc rien n'est joué. Les élections de la France sont regardées à la loupe. Le résultat sera déterminant pour le choix de Madame von der Leyen et aussi pour le choix du commissaire européen, qui est finalement, comme vous l'avez vu, c'était Monsieur Thierry Breton qui nous représentait ici. Et j'espère qu'il va sortir une fois pour toutes de cette commission. Donc la physionomie aussi bien des commissions que du Parlement peut changer. On verra effectivement. Et comme vous dites, les élections vont peser. Alors il y a eu aussi quelque chose, et je vous en parlais, Virginie Geron, puisque j'ai été assez frappé. On a reçu donc un communiqué d'un collectif de citoyens. Bloquons-les. Ça s'appelle Bloquons-les. On a cherché à savoir qui c'était. C'est pas un collectif de citoyens. Et alors il dit ceci. Non, mais je voulais faire réagir parce que il dit le barrage républicain n'est pas mort. Il faut au contraire le relever et l'attendre à tout. Je dis bien tous les candidats porteurs d'idées nauséabondes. Alors ils vont effectivement de l'extrême gauche à l'extrême droite, enfin ce qu'ils disent, donc tout ce qui est raciste, antisémite, complotiste, factieuse et anti-républicain, capable de trouver des circonstances atténuantes aux groupes terroristes ou aux dictatures, le Hamas ou Poutine, donc le Hamas suivez mon regard, et Poutine suivez aussi mon regard. Voilà, nous sommes un collectif de citoyens, et ils donnent des listes en disant attention, il faut absolument faire attention. Voici les principaux candidats à contrer et les éléments dits possibles. Donc ça va de Pierre Gentillet, RN, David Guiraud, LFI, Agnès Pajar, Ismaël Boudjekara, Rachel Keke, donc vraiment du côté LFI, à gauche comme à droite. Et puis je vois Virginie Geron au milieu de ces gens, mais enfin qui sont Ercilia Soudé, je cite Emmanuel Darne, Daniel Obono, Mathilde Panot, vous voyez, il y a vraiment, ils équilibrent, en tout cas je sais pas si c'est une parité, mais ils Emmanuel Bompard, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, moi je me dis, mais qui sont d'abord ces gens? Et encore une fois, sans prendre parti, mais qu'est-ce que vous avez fait de retrouver votre nom dans cette liste? Mais ça fait un moment que je vois que je suis dénigrée, on m'accorde des propos ou des choses que j'ai faites, alors que non. Là, j'ai vu que c'était Raphaël Enthoven qui m'attaquait
en disant que j'avais fait des rapports, que je suis pro-Poutine, pro-Bachar. Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Ça veut pas dire que je soutiens qui que ce soit. On me dit que j'ai été au Kazakhstan, j'ai jamais mis un pied. Donc, il y a une campagne de dénigrement qui est exercée sur moi depuis un moment, déjà durant les élections européennes. Bon, voilà, je rempile, donc forcément, en plus, il y a le danger. On l'a vu, il y a plus que 2 blocs entre l'extrême gauche et nous. Mais nous, qui quand même, pour le coup, on a une ouverture plutôt d'union nationale et avec des nouveaux candidats qui sont très honorables, et même nous. Enfin, je veux dire, moi, si j'avais été vraiment, effectuer des propos si dangereux, je serais peut-être pas aujourd'hui en train de vous parler, mais en prison, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a une vraie campagne de dénigrement. Je regrette, mais bon, c'est le jeu. C'est-à-dire à chaque élection, et à chaque élection, on essaie de nous salir. C'est vrai que j'ai répondu à Raphaël Antoven. Je suis pas sur liste noire, sinon j'aurais pas pu aller en mission pour le Parlement, puisque j'ai exercé plusieurs missions d'observation. Donc voilà, c'est regrettable, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on nous met au même tarif que la France Insoumise. Moi, j'ai jamais tenu de propos ni racistes, ni antisémites. Au contraire, je lutte contre tous ces racismes, toute cette haine. J'ai participé à des travaux ici au Parlement européen sur la législation du numérique, mais pour toujours trouver la liberté entre liberté d'expression et la haine. Et l'appel à la haine, bien sûr, c'est autre chose. Et l'appel à la haine que l'on condamne tous. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on nous met sur des listes pour effectivement encore toujours la même chose, faire peur, nous mettre au même niveau que les autres, et je considère que c'est injuste. Oui, mais je me battrai pour que la vérité soit entendue. Vous êtes effectivement dans un camp, au nom d'un parti, au nom d'un mouvement, et vous réagissez comme ça. Moi, ce qui me choque, très franchement, n'étant d'aucun camp et d'aucun parti, c'est qu'on fasse ça. Moi, je vais vous dire, moi, ça me choque totalement que des citoyens, il y a des gens se présentent. Okay, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont pas été condamnés pour vol ou pour action. Voilà. Ils se présentent, que ce soit Rachel Keke, Pierre Gentillet, David Guiraud, Virginie Joron, que les gens décident. Enfin, si ils sont effectivement coupables, qu'on les met en prison, et sinon, mais fichez la paix au peuple. Enfin, je veux dire que les gens, moi, je suis extrêmement choqué qu'on dise, attendez, on a une liste noire, voilà, eh bien, regardez, on est ni à droite ni à gauche, on attaque aussi bien la France Insoumise que le Rassemblement National. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais fichez la paix aux gens et laissez-les voter. Ouais. Puis surtout, on nous connaît, moi, et tout est transparent. J'ai un site, j'ai des réseaux, j'ai tout fait dans les règles de l'art, HTPV. Non, par contre, c'est vrai, vous avez raison de souligner que ce sont les mêmes donneurs de leçons qui finalement ne respectent pas les valeurs de la démocratie, de l'égalité, de la fraternité, qui faisaient eux, effectivement, je sais pas, moi, je suis pour la liberté d'expression et de penser. À partir de là, on peut penser tout ce qu'on veut, mais il faut laisser effectivement le choix au final des électeurs et des citoyens. Mais vous avez raison, ficher des gens, mettre des listes noires, c'est aussi, et je regrette, nous mettre des cibles dans le dos. Pourquoi en fait? Pourquoi nous mettre des cibles dans le dos? Ils veulent quoi? Parce que attiser la haine, ça pourrait. On l'a vu. Moi, je regrette. Et je dénonce là les actes qui a eu violents, puisqu'on a vu que des militants qui tractaient sur des marchés, ils en viennent à la violence physique. Là, les listes, ça paraît anodin comme ça, mais finalement, ça appelle quoi? Ça appelle à la violence physique, et on l'a vu avec Hervé qui s'est fait tabasser sur un marché. Là maintenant, on vient d'apprendre que c'est des personnes de la LFI, et donc voilà où ça amène. Donc ces gens sont irresponsables, ils donnent des leçons. Et de part et d'autre, on n'a pas à s'exprimer comme ça, et après on se plaint d'une France fracturée, d'une France divisée, etc. Mais c'est surtout, encore une fois, je crois qu'on est d'accord, mais je crois que tous les démocrates devraient être d'accord. Moi, je trouve ça lamentable qu'il y ait un collectif qui dit voilà les gens éliminés, mais attendez, allez voter, c'est tout. Alors on va peut-être leur mettre des étiquettes, maintenant peut-être je ne sais pas, des croix ou des étoiles, enfin jaune, bleu ou vert. Enfin Ouais, ça me rappelle le mur des cons, effectivement, c'était un peu le même principe. Absolument, absolument. En tout cas, écoutez Virginie Joron, alors donc vous êtes en pleine campagne maintenant? Oui. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait un aller-retour, mais je repars en campagne parce que les enjeux sont vraiment importants. Vous l'avez dit, il y a 2 blocs qui se sont installés. Et moi, voilà, tout ce qui se passe, notamment à Strasbourg, cette haine, moi, je peux même pas aller dans un marché parce que effectivement, on sent beaucoup de tension. Parce qu'effectivement, ces listes, ces appels à la haine, sont ressentis dans les rues.
Il y a des manifestations tous les jours. Mais en tout cas, dites-moi si jamais, enfin, on vous souhaite d'être élu, bien sûr. Si vous ne l'êtes pas, vous gardez votre siège européen. Oui, tout à fait. Bah, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'on perde les travaux de cumul de mandats. Un cumul de mandats. Voilà. Il y a le cumul de mandats, il y a le non-cumul des mandats. Pardonnez-moi. Donc, de toute façon, voilà. Moi, je suivrai le choix des électeurs. Et de toute façon, vous pouvez compter sur ma détermination à défendre les Français, que ce soit à Strasbourg, en France ou à Bruxelles. J'imagine. Voilà. En tout cas, qui votera verra, comme je le dis depuis 2 semaines. Merci Virginie Joron. Merci, bonne journée. Joron. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et puis dans un instant, André Berkoff reviendra avec ses perles, ses huées et ses bravos. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors, binational ou pas binational, est-ce que un Français qui a une autre nationalité peut-il concourir, peut-il avoir un poste sensible dans un certain nombre d'activités qui réclament la discrétion, etc. Certains sont pour, d'autres sont contre. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. France entraînée, mais attendez, ça c'était la préhistoire, hein. Bercer de tendre insouciance. Depuis quand n'avons-nous pas été bercés de tendre insouciance, hein? C'est pas d'hier, hein? C'est pas d'hier. Alors effectivement, Jordan Bardella, la tête de liste des européennes, a fait une conférence où il dit attendez les binationaux, attention, etc. Alors il y a eu le lever de bouclier qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que moi je dis qu'est-ce que ça veut dire? Forcément un binational ne serait pas quelqu'un de fiable, forcément. Moi, franchement, ça ne veut strictement rien dire. Ça, on peut être totalement binational et totalement fiable. C'est ce que je pense. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est autre chose, on va en parler. Mais avant cela, écoutez donc ce que disait le député sortant du Modène, Bruno Fuchs. Le 24 juin sur BFM TV, il a réagi aux propos de Jordan Bardella en disant voilà, il y a une complicité avec l'extrême droite. Il voit la preuve que le camp présidentiel reprend des idées du Rassemblement national. Écoutez Bruno Fuchs sur BFM TV, en tout cas des extraits. Regardez la question des binationaux, par exemple. D'abord, c'est impraticable. Voilà. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Moi, je suis délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Quelle image va-t-on avoir dans le monde? C'était le Parisien de ce matin. Mais on va être la risée et marginalisée dans le contexte international. La France de Gaulle, la France universelle, elle peut pas être marginalisée comme ça. Alors attendez Bruno Fuchs, il faut s'entendre. Ah bon, il y a une différence, vous dites quoi, de nature, quoi, une différence entre un binational, si c'est européen, d'une nationalité européenne, et un franco-africain. D'abord, je vous signale qu'il n'y a pas franco-africain. Il y a franco-sénégalais, franco-algérien, franco-tunisien, franco-malien. Non, je vous rappelle, non, vous dites franco-africain. Déjà, généralisation légèrement abusive et c'est une litote. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franco-malien ou franco-tunisien, c'est plus suspect qu'un franco-européen. Un franco de nationalité un franco-anglais, un franco-suisse, je prends exprès des nations qui ne sont plus ou pas dans l'Europe, un franco-italien, un franco-espagnol, etc. C'est-à-dire que c'est plus le délit de faciès, c'est le délit de nation. Attendez, c'est n'importe quoi. Et surtout, faut être sérieux là-dessus. De deux choses l'une, ou une loi, comme en Algérie d'ailleurs, on dit voilà, les binationaux ne peuvent pas occuper un certain nombre de métiers. Voilà, c'est pas possible, c'est impossible. Et à ce moment-là, c'est extrêmement simple, hein, on décide de dire voilà, si vous voulez être par exemple au ministère de l'Intérieur, dans la sûreté, dans tel
dans tel poste extrêmement délicat, avec des fonctions extrêmement délicates, eh bien, vous renoncez à votre nationalité d'origine, voilà, et vous êtes français, et vous dites que l'autre nationalité, je ne suis plus, je n'appartiens plus à telle ou telle nationalité. Voilà, c'est très simple. À ce moment-là, on fait une loi là-dessus, et puis c'est très clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la différence entre franco-africain, franco-européen, etc., etc. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, où il n'y a pas effectivement de binationalité, on la refuse, comme font un certain nombre de pays pour un certain nombre de postes où on l'accepte. Alors vraiment, encore une fois, on voit que cette campagne électorale nous amène à vraiment des excès, et je dirais presque des bêtises qu'on ferait mieux de refréner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dur, hein, très, très, très dur, effectivement. Un bébé, hein, c'est difficile aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est Jordi, hein, c'était Jordi, dur d'être un bébé. Bon, là, il s'agit pas de bébé, mais voyez, par exemple, Nicole Belloubet, elle refait ça. On l'a interrogée sur BFM TV RMC, un programme d'accueil d'éducation à la vie affective et sexuelle adapté au niveau. Voilà. Et Nicole Belloubet a dit, face à la violence, etc., il faut relancer les programmes d'éducation morale, éthique, sexuelle et autres à partir du CP. Écoutez. L'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société, qu'elle en est aussi l'antidote, et moi je joue sur ce rôle d'antidote et sur ce rôle d'éducation. Sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, nous allons faire paraître dans les jours qui viennent un nouveau programme c'est la première fois qu'il y aura un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle pour précisément que à chaque niveau et de manière adaptée à l'âge des élèves, nous puissions prendre en compte ces questions de consentement, de violence, de vie affective. Tout cela est, me semble-t-il, tout à fait capital. Vous dites en fonction de l'âge, c'est que c'est un programme de l'école au lycée. Absolument, un programme du CP jusqu'en terminale. Alors, du CP jusqu'en terminale. Écoutez, après tout, pourquoi pas? Ça peut être de bon augure. On peut en accepter effectivement la bonne augure. Mais attendez, il faut quand même savoir, on a reçu ici Marie-Estelle Dupont, la psychologue, on a reçu un certain nombre de gens, on a reçu les mamans Louve, on a reçu un certain nombre de gens. Je disais, attention, au moment où il y avait Pape Ndiaye, etc., quand on voit des conférencières ou des gens qui viennent en dehors de l'école et qui viennent parler à des gosses de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, 12 ans, d'anilingus, de fellation, de caresser ceci, de faire cela. À partir de quand, effectivement, il faut parler d'éducation sexuelle et comment? C'est un vieux débat. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire les bigots et de dire il ne faut parler de rien. Ce n'est plus, effectivement, la rose et les choux. Mais enfin, d'un autre côté, on a vu les dérapages, on a vu les dérives, on a vu des gens qui venaient parler de genre, qui venaient parler de il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de garçon, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien, la biologie n'existe plus, et open bar, et embrassons-nous Folleville. Ah, ça va pas. Ça va pas. Il y a quand même l'enfance, c'est un royaume. L'enfance, c'est un territoire spécifique qui n'a que peu à voir avec l'âge adulte. Alors il faut savoir où on met encore une fois le curseur, où la ligne rouge est franchie ou pas. Si c'est pour tomber dans ce qui se passe encore aujourd'hui, où il y a des cours d'éducation sexuelle pour, pas mineurs, mais pour moins de 10 ans, et on parle de choses, et on a vu des fascicules, on a vu des manuels, on l'a reçu, on les a vus, hein, je les ai vus. Pour quand même pas charrier, quoi. Il faut même pas raconter n'importe quoi, sous prétexte d'être moderne et ouvert. Faut quand même savoir ce qu'on veut faire, hein. Un homme est un homme, une femme est une femme, un arbre est un arbre. Il ne s'agit pas de rester après. À partir de votre majorité, à partir de 18 ans, vous faites vos choix, vous faites ce que vous voulez, vous avez la sexualité que vous voulez, et c'est très bien. Mais avant que à l'école rentre un certain nombre de gens qui, sous prétexte justement d'informer, déforment, là, ça va pas. Attention, ici, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour le face-à-face avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui Daniel Salvatore Schiffer et puis l'avocat américain Randy Yaloga. Tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Qui est Max? Julian, un certain Julian Assange. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Stevie Wonder, I'm free, I'm free, I'm free. Et oui, Julian Assange, on en a beaucoup parlé ici. Vous savez, reclus pendant presque 10 ans dans une petite chambre de l'ambassade équatorienne à Londres. Ensuite, amené à la prison de Belmarsh, 5 ans dans une prison de très haute sécurité. Il encourait 175 ans de prison s'il était extradé aux États-Unis, où on l'accusait effectivement. Vous vous rappelez Wikileaks, etc. C'est un journaliste qui a vraiment révélé beaucoup de choses sur ce qui se passe, notamment la guerre en Irak et autres. Eh bien, c'était pas du tout sûr, c'était espéré par beaucoup de gens. Eh bien, ça y est, Julian Assange est libre, il a pris l'avion, il rentre en Australie, il est libre, et c'est une victoire pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui se sont battus, effectivement. Alors, je rappelle très rapidement, effectivement, qu'il avait exposé au grand jour des centaines de milliers de documents confidentiels. Il a aujourd'hui 52 ans. Il va comparaître mercredi à 9h local, mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, devant un tribunal fédéral. Il va comparaître aujourd'hui à mardi 23h GMT, devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique. Alors, c'est très simple, il a accepté, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Il est poursuivi pour complot, pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Vous savez, il avait les massacres en Irak, etc. Il avait parlé de tout ça. Donc, il va plaider coupable de ce seul chef, selon les documents judiciaires rendus publics. Et après ça, il va être effectivement libéré et pouvoir rentrer chez lui en Australie. Voilà, il sera libre. C'est quand même, il faut saluer, par exemple, quelqu'un, vous savez, c'est tous ces gens, hommes et femmes, qui sortent de leur zone de confort. Vous savez, c'est facile, on reste, on dit oui, mais pourquoi moi je vais me faire du mal? J'ai ma petite position, ça va très bien, je suis tranquille, etc. Eh bien, l'histoire est faite par toutes ces femmes et tous ces hommes qui, depuis des siècles, sortent de leur zone de confort pour dire non, ça va pas. Ce que vous me dites comme l'ordre est un désordre, ce que vous me dites comme justice est une injustice, eh bien, c'est ceux-là qui font l'histoire, ceux-là et celles-là qui font l'histoire. Eh bien, c'est le cas de Julian Assange. Alors, bravo pour Julian Assange, désormais libre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkov qui reçoit 2 invités aujourd'hui. Daniel Salvatore Schiffer, auteur de ce livre Wokisme contre wokisme aux éditions Éric Bonnier, et Randy Yalog, avocat franco-américain et président des Républicains overseas en France et à l'international. Bonjour à tous les deux. Alors je suis content de recevoir 2 personnes qui ont la double nationalité. D'ailleurs, on parlait de la double nationalité. Jordan Bardella disait oui, double nationalité. Non, ça va pas. Oui, ça va, mais enfin attention, pas pour des jobs sensibles ou des postes sensibles. Vous êtes franco-suisse, je crois. Non, franco-italien. Franco-italien, pardon. Voilà. Excusez-moi. Italien par mon père. Voilà. Salvatore, c'est notre famille. Et vous êtes franco-américain. Oui, en monsieur. Dialogue. Oui. Alors, je voudrais juste avoir, ce n'est pas le sujet qu'on va aborder, mais on va avoir jusqu'à 14h pour aborder le sujet de l'antisémitisme, surtout en France, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais je crois que Daniel Salvatore, vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Eh oui, mon nom est Daniel Salvatore Schiffer. Daniel, c'est mon prénom. Salvatore, c'est le nom de famille de mon père. Pas plus italien que ça. Schiffer, c'est le nom de famille de ma mère. J'ai les 2 noms de famille officiellement sur mon passeport. Alors voilà, je suis binational. Mais à 6 ans, quand je savais à peine lire, je lisais les grands classiques français, pas les grands classiques italiens. Je lisais Chateaubriand, Balzac, Flaubert, etc., Baudelaire. J'étais professeur pendant 10 ans, entre les années 80 et 90, au Centre culturel français de Milan, en Italie, où j'habitais. J'étais professeur de littérature française et de civilisation moderne française, au Centre culturel français de Milan, payé par le gouvernement français, dans le cadre des cours de l'Université de Grenoble. Il n'y a pas plus français, par culture, par esprit, par philosophie, que moi. Tous mes grands amis, meilleurs amis, sont à Paris.
Luc Ferry, Pascal Bruckner, tous les grands philosophes. Non, mais c'est-à-dire que vous dites, ce n'est pas parce que je suis franco-italien que je serai moins français. Ben voilà, c'est pas pour ça que je pourrais pas occuper une place importante comme conseiller, je ne dis pas, je dis ça comme ça. Par exemple, dans un ministère, je veux dire, qu'est-ce qu'on entend par binational ? En plus franco-italien, l'Italie fait partie des 7 pays fondateurs de l'Union européenne. En 1957, le traité a été signé à Rome quand même, hein. On l'appelle le traité de Rome. Donc il n'y a pas plus européen. Donc vous dites que c'est une fausse polémique Non, je dis que c'est une erreur. Je dis que c'est une erreur et que Jordan Bardella doit la corriger. Parce que là, il donne un fouet pour se faire fouetter. On va le traiter de xénophobe, de raciste, alors que c'est peut-être pas le cas. C'est même sûrement pas le cas. Il doit préciser son concept. Il doit préciser. Binational, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des binationaux européens et des binationaux au sein de l'Union européenne. C'est pas pareil. Non, mais on peut être binational de partout. De partout, de toute façon. C'est pas pour ça que ça en fait un traître en puissance. Non, c'est parce qu'il parlait, bien sûr, mais c'est parce qu'il parlait des postes délicats, des postes sensibles, comme la défense ou bien le ministère de l'Intérieur. Voilà. Mais donc, il doit préciser sa pensée. C'est essentiel. D'accord. Je voudrais en dialogue. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez d'accord avec les derniers commentaires de votre invité, que je pense que les questions de double nationalité est surtout importantes pour les postes clés et stratégiques, ministère de la Défense, directeur des agences des renseignements, ministère aux Affaires étrangères. Ceux-là sont des postes très importants. En tant que conseiller, c'est différent. Je crois qu'il faut bien souligner et indiquer quels sont les postes concernés. Et je peux comprendre être même un binational parce qu'il y a toujours de l'espionnage, même entre amis, c'est connu entre les pays. Donc même entre pays amis, même au sein de l'Union européenne. Oui, mais vous savez très bien que vous êtes français, et y compris français de souche, que français, et être un espion étranger. On en connaît, hein. On a russe ou américain ou autre. Oui, je comprends, mais je peux tout à fait respecter, comprendre ce souci, et je pense que pour moi, et étant de deux pays, je pense que c'est légitime et je pense que l'inquiétude est là et que je peux le respecter. C'est ça ce que je veux dire. Je vais aller plus loin. Il y a des Français qui ne sont absolument pas français de culture et qui sont uniquement français sur le papier. Oui, voilà. c'est autre chose. Oui, non, mais c'est parce que je réponds à monsieur lorsqu'il parle des postes sensibles. On peut très bien être français et en même temps avoir une sensibilité pour un pays ennemi de la France. Ça existe aussi. Ça existe. Donc voilà. C'est encore ça on l'a vu et d'ailleurs c'est vrai dans l'histoire. Non, mais je voudrais revenir à notre sujet parce que il y a beaucoup à dire. Alors deux choses. D'abord, vous, Daniela Salvatore Schiffer, vous avez écrit. On connaît le dernier. Je vous avais reçu pour ça avec plaisir. Rockisme contre wokisme. Exact. Et puis, vous avez écrit L'humain au centre du monde avec un certain nombre d'intellectuels et vous avez écrit et rédigé une pétition, on va en parler, qui a été signée par plus de 30 intellectuels, universitaires et autres, qui est parue. On va en parler et vous, en dialogue, vous organisez demain, effectivement, un colloque qui s'appelle Vote juif et Rassemblement national. Point d'interrogation. Oui, c'est une grande question. Oui, vous pouvez mettre un point d'exclamation aussi, mais enfin, très bien. Vaste question. Alors, juste rapidement pour exposer. Daniel Salvatore Schiffer, votre... très rapidement, le sujet de cette pétition, c'est quoi ? Alors, c'est un appel des intellectuels de l'arc républicain, de gauche comme de droite, de l'arc républicain, j'insiste. Contre l'antisémitisme, c'est-à-dire contre le nouveau Front populaire, ou plus précisément encore, contre parce que le LFI. nouveau Front populaire, bien sûr, au sein du nouveau Front populaire, des partis comme la France insoumise, ou le nouveau parti anticapitaliste, qui ont eu des propos absolument inacceptables, surtout depuis le 7 octobre, le pogrom du Hamas, des terroristes du Hamas contre les Juifs d'Israël, qui justifient, en tout cas qui ne condamnent pas ouvertement cet abominable massacre. Que des gens qui viennent de la gauche et de la gauche républicaine, ce qu'on appelle des sociodémocrates, dont je fais partie au départ, puissent s'allier, se compromettre, collaborer, j'emploie le mot collaborer à dessein, avec des antisémites notoires. Quand Rima Hassan dit par exemple que la création d'Israël est une monstruosité, je la cite, ou quand Jean-Luc Mélenchon ou Émeric Caron ont des propos absolument inacceptables parce qu'ils cautionnent, en tout cas ils justifient le Hamas et le pogrom du 7 octobre en disant que c'est un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne, un mouvement de résistance palestinienne contre l'occupation israélienne, c'est inacceptable. Je suis pour la création d'un État palestinien. J'ai toujours été pour la création d'un État palestinien démocratique, vivant côte à côte dans une paix juste et durable, comme dit le jargon politique et diplomatique, aux côtés d'Israël. Mais pas la destruction d'Israël. Pas
pas l'approbation de ce que fait le Hamas et les extrémistes islamistes. Juste un mot, justement, Daniel Salvatore Schiffer. Au sein de la République, de la France insoumise. Oui. Vous savez très bien qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas antisémites. Ils ne sont pas, même, je ne parle pas évidemment, même au sein de LFI, est-ce qu'ils sont tous antisémites parce qu'ils acceptent les propos de certains que vous avez cités? Non, mais alors ils doivent le dire. Ils doivent avoir le courage d'obéir et de répondre à leur conscience. La conscience qui défend des valeurs morales, des principes universels, qui sont la tolérance, l'égalité, la fraternité, la liberté, comme le dit le slogan, la devise de notre chère République française. Ils doivent le dire. Et quand des gens qui viennent du Parti socialiste, comme Raphaël Glucksmann, dont j'ai connu le père très très bien, André Glucksmann, qui était un ami, ou bien Olivier Faure, ou François Hollande, que je connais un peu et à qui j'ai écrit pour dire ma désapprobation de cette alliance. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, non, ça c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ce genre de compromission. Je dis compromission, je ne dis pas compromis. S'il y a quelqu'un qui est pour le compromis politique et diplomatique et moral, c'est bien moi. Mais là, il s'agit d'une compromission. L'antisémitisme aujourd'hui en France et en général est un point essentiel, focal, précis. Oui, mais alors justement, eux vous disent, enfin je ne vais pas me faire leurs avocats, mais eux vous disent, attendez, le Rassemblement national aussi, vous semblez ne pas voir que c'est aussi porteur d'idées fascistes, d'idées, enfin on sait très bien d'où c'est sorti, d'après eux toujours, et donc c'est le problème, où est l'adversaire principal? Est-ce que c'est le Rassemblement national et le danger, ou est-ce que c'est le nouveau Front populaire? Randy Dialogue, vous faites un colloque, vous faites un colloque avec un certain nombre aussi d'intellectuels, d'universitaires, etc. Sur, alors la question, vous dites, vote juif et Rassemblement national avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un vote juif? Le vote juif, c'est un grand point. Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez l'expression yiddish, on dit, pour un juif, il y a 1000 avis. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que parmi tous les juifs, il y avait de toutes les tendances politiques, à gauche, centre et à droite. Aujourd'hui, suite à la politique de l'extrême gauche et aussi le laxisme du Macron et son parti, ils ont poussé les Français juifs vers les RN quelque part. Et c'est quelque part, qu'est-ce qui leur laisse un choix quelque part? Et c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est une question des circonstances aujourd'hui qui, je dirais pas qu'il y a un vote juif qui se coordonne, mais individuellement, est-ce que les juifs de France se trouvent dans une situation qu'ils n'auront pas d'autre choix politique sauf voter RN et poser toutes les questions qui sont nécessaires. Et il faut oser avoir ce débat. J'aurais bien voulu que les institutions juives, les CRIF et les autres ouvrent le débat sur cette question au lieu de juste critiquer. On les entend pas. Mais c'est important. Moi, en tant que représentant des républicains américains, on a eu ce débat aux États-Unis sur, à l'époque de M. Trump, il était accusé d'être raciste, antisémite, et les Juifs aussi avaient aussi cette interrogation en 2016 quand il était voté. Ensuite, vous avez vu sa politique envers Israël et les Juifs. Et je crois qu'il faut se poser des questions aujourd'hui et savoir, il faut oser en parler. Et chacun avec ses convictions doit choisir ce qui sont de même les meilleurs choix pour eux. Alors, je voudrais préciser... Juste, très rapidement, vous allez le faire. Juste, il y a une petite pause. Vous savez, nous avons des pauses. Mais juste après, je vous redonne la parole. Parce que c'est important et savoir effectivement si c'est question des juifs ou de pas juifs, mais ça, c'est en second. Bien sûr. Donc, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous sommes toujours et plus que jamais avec Daniel Salvatore Schiffer, franco-italien, auteur de Wokisme contre Wokisme et l'humain au centre du monde, et puis beaucoup d'autres livres, il en a écrit énormément, intellectuel universitaire, et l'avocat franco-américain Randy Dialogue, effectivement, qui organise ce colloque sur vote juif et Rassemblement national. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, dans la tribune que j'ai écrite et fait publier et fait signer par 30 intellectuels majeurs dans Le Point, à la une du Point, c'était le 19 juin dernier, donc il y a 6 jours, nous disons pour qui il ne faut pas voter. C'est un appel à ne pas voter pour le nouveau Front populaire. Au plus précisément, je l'ai dit,
contre la France insoumise et le nouveau parti anticapitaliste, parce que nous considérons qu'ils sont de terribles antisémites déclarés ou non. Mais ce n'est pas pour autant que nous disons pour qui il faut voter. Nous n'appelons pas à voter. Vous n'appelez pas à voter à l'Assemblée nationale. Absolument pas. Il n'en est pas question dans notre papier. C'est un papier, c'est une tribune centrée, focalisée sur le seul sujet de l'antisémitisme, rien d'autre. Et donc, bien sûr, avec sa connotation politique. Mais nous ne disons pas pour qui il faut voter. Nous sommes profondément républicains, nous respectons les électeurs et nous les laissons libres de leur choix. Alors, Daniel Salvador Schiffer, il faut quand même en parler, et vous m'avez dit hors antenne, qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient prêts à voter, à signer cette pétition qui a paru dans Le Monde, c'est bien ça, non? Ma pétition à moi est parue dans Le Point, puis ensuite dans Opinion Internationale de mon ami Michel Taube et dans Tribune Juive de mon ami Sarah Catan. Non mais c'est Le Point qui est quand même... Aujourd'hui, il y a une contre-tribune, si vous voulez, dans Le Monde, signée par Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Elisabeth Badinter, qui disent non, notre voix n'ira ni au Nouveau Front Populaire, ni à LFI. Oui, vous voulez dire la nuance, c'est que vous avez dit ne votez pas Nouveau Front Populaire, le reste faites ce que vous voulez. Absolument. Mais nous sommes en République, nous sommes en démocratie. C'est ce que disait Libération au moment des présidentielles. Oui. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Oui, mais moi je dis faites ce que vous voulez, mais ne votez pas pour des antisémites. C'est ce que dit aussi mon ami Élie Chouraki, mon ami Luc Ferry, mon ami Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff. Pourquoi alors ces personnes-là, vous pouvez les nommer quand même? Valls, Badinter, non? Je les ai nommés, il y a Manuel Valls dans cette tribune. Mais lui, ils ont refusé, pourquoi Parce qu'ils pensent qu'appeler à ne pas voter Nouveau Front Populaire, c'est faire indirectement le jeu du Rassemblement National, du RN. Voilà. Comme s'il n'y avait pas d'alternative. C'est-à-dire, ils sont dans un manichéisme. Et puis surtout, il reste, parce que sur la question de l'antisémitisme précise et ponctuelle et essentielle, il n'y a pas photo entre ce que dit LFI aujourd'hui et le RN d'aujourd'hui. Je veux dire, ces gens-là qui n'ont pas voulu signer cette tribune que j'ai écrite dans Le Point restent bloqués dans le vieux logiciel du Front National, celui de Jean-Marie Le Pen, l'histoire du détail, évidemment, extrêmement condamnable. Du rafour crématoire et autres. Voilà, c'est ça. Donc, mais ça, c'est le Front National. Je ne prêche pas pour le Front National ni pour le RN, c'est pas la question. Je dis simplement qu'on a changé d'histoire. Nous sommes en 2024, presque en 2025. On n'est plus dans les années 70, 80, 90, à l'époque de Jean-Marie Le Pen et de ce dérapage absolument inadmissible. La preuve, c'est que sa propre fille, Marine Le Pen, a exclu Jean-Marie Le Pen du Rassemblement National. C'était une manœuvre politique aussi, oui, quand même. Oui, mais quand même, ça a provoqué des dissensions, des tensions terribles au sein de la famille. Le Pen, je le sais. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Sur la question aujourd'hui de l'antisémitisme, qui est une question essentielle, qui dépasse les législatives, qui est un combat de civilisation. Alors, là, il n'y a pas photo entre le RN et LFI aujourd'hui. Il n'y a pas photo. D'accord, Daniel. En dialogue. Moi, je voudrais vous dire, vous dites vote juif et Assemblée nationale. Mais est-ce que sur cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que dépasser, justement, que ce soit, il y a énormément de gens, y compris, vous le savez très bien, des musulmans, y compris des gens, enfin, je pense à Boualem Sansal, je pense à Kamel Daoud, je pense à des gens comme ça, et je pense à des tas d'amis que j'ai musulmans au Proche-Orient, qui, eux, ne sont pas du tout antisémites, et je pense à, est-ce que, quand vous dites le vote juif, et vous en parlez, comment vous posez la question de l'antisémitisme, vous-même? Moi, je pose la question que j'ai deux points de vue sur la politique. Soit on partage des points de vue, soit on fait des alliances d'opportunités éventuelles, ou on fait des choix pragmatiques. Même si on n'aime pas, éventuellement une partie dans une certaine phase transitionnelle de notre vie est plus sûr pour nous en tant que protection de la population juive qu'un autre parti politique. Et comme même ce qu'on entend... Vous choisissez en fonction d'une population menacée ou pas. Voilà, ça c'est des bases, je dirais. C'est les choix surtout qui... Vous savez, dans les dîners entre familles juives, aujourd'hui on parle pas de politique, on parle qu'est-ce qu'on va faire. Et si demain il y a un problème et on n'est plus en sécurité, où on va partir, c'est ça les échanges pendant les dîners. Vous pensez vraiment que c'est ça aujourd'hui, c'est à ce point chez les juifs français? Ouais. Moi, je suis d'origine des confessions juives et c'est ces discussions qu'on a depuis des mois, depuis les 7 octobre, qu'on a à nos dîners, qu'on est entre amis juifs et qu'on discute. Et même avec des non-juifs, des chrétiens nous posent la même question. Qu'est-ce que je peux faire si demain c'est quelque chose arrive? Et me demandent notre avis, me demandent mon avis. Et c'est compliqué. Et me demandent est-ce que c'est mieux... Vous voulez dire si ça arrive pour les chrétiens, etc. Oui, ils me posent la même question parce que ils me demandent en tant que
aussi américain, et aussi en tant que Français, parce qu'on est confronté à cette situation. Et comment les voir aux États-Unis, et comment on peut leur percevoir. Et aussi, je pense qu'il faut se mettre aussi dans un contexte un peu historique. On oublie les nouveaux fronts populaires essaient de critiquer les RN d'aujourd'hui en disant ils sont attachés leur histoire à Vichy, mais qui a voté le Front populaire à l'époque, les communistes, c'est eux qui ont voté en faveur du régime Vichy au moment qu'il a pris le pouvoir. Les communistes de l'époque, et ils ont écarté Léon Blum à cette époque. S'il faut appeler les choses. Et même les nazis ont dit à l'époque que les gauches françaises étaient plus en faveur des nazis que les régimes fascistes de Vichy à l'époque. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Oui, mais il y a des écrits qui existent, et ça, on en parlera demain. Si je peux me permettre, cher André Berkoff, dans la tribune que j'ai publiée, qui est écrite et publiée dans Le Point, avec ses 30 intellectuels majeurs, même 33, il y a des musulmans d'origine. Il y a des gens qui viennent des pays arabes. Il y a mon très cher ami fraternel, Boualem Sansal, qui a signé. Par exemple. Dans le livre que vous avez... Et aussi Jean-Claude Zilberstein, qui, lui... et de confession juive. Voilà, nous sommes pour la tolérance et pour le multiculturalisme. Et dans mon livre, L'humain au centre du monde, que vous avez eu la gentillesse de citer, sous-titre « Pour un humanisme des temps présents et à venir », il y a Tahar Ben-Jelloun, prix Goncourt, il y a Boualem Sansal, il y a Arnaud Klarsfeld, il y a Zilberstein, il y a Luc Ferry, il y a des gens qui sont laïcs, profondément républicains, profondément tolérants, et qui sont vraiment d'authentiques esprits et intellectuel démocrate. Maintenant, pour la question de Léon Blum, qui a fondé en 1935 déjà, avant 1936 jusqu'en 1938, le Front populaire, il ne faut pas oublier que Léon Blum, dès les années 1920-1925, était pour la création de l'État d'Israël. Il était profondément sioniste, avant même qu'il ne soit déporté par Vichy à Buchenwald. Il était une des grandes consciences juives de son temps, Léon Blum. Léon Blum était l'ami intime de Chaim Weizmann, qui a été le premier président israélien en 1949, avec comme Premier ministre David Ben-Gurion en personne. Je veux dire, Léon Blum était un grand sioniste, un grand défenseur d'Israël. Vous voulez dire, vous comprenez pas pourquoi aujourd'hui les socialistes... Non, je veux dire que le nouveau Front populaire est une imposture, une arnaque politico-idéologique. Ils reprennent le nom d'un mouvement créé par Blum, alors que Blum était sioniste et que ces gens du nouveau Front populaire, comme LFI ou le NPA, eux sont des antisémites. En tout cas, en grande majorité. Vous voyez la contradiction, l'opportunisme et la malhonnêteté intellectuelle. Savent-ils, ces gens de LFI, c'est-il Émeric Caron ou Mélenchon, ou Rima Hassan, que ce cher Léon Blum était une des grandes consciences juives de son temps et profondément sioniste, ami intime du premier président. En fait, il s'en fiche, c'est pas un problème. Ou bien l'ignorante Mathilde Panot, qui ne connaît même pas l'histoire du Front populaire. On en a parlé hier. Ou qui ne sait pas qui était Léon Blum. Enfin, je veux dire, est-ce que ces gens-là connaissent l'histoire du vrai, du beau Front populaire, pour lequel j'ai la plus grande estime et admiration? En dialogue. Yalos, pardon. Non, y a pas de souci. Parce que je pensais à dialogue. Non, voilà, mais c'est bien, il faut le dialogue. Donc, je pense aussi, il faut revenir sur aussi la politique du président Macron dans cet esprit, parce qu'on oublie, on dit c'est que l'extrême gauche, mais il faut dire, Macron s'est pas présenté fermement contre l'antisémitisme. Il n'a pas assisté à la marche en novembre 2023. Bien sûr. Également, c'est son gouvernement qui a décidé d'exclure les sociétés israéliennes du salon d'armement Eurosatori. Et ça, c'était un signe clair à tous qui la position du gouvernement Macron était anti-Israël, et qu'on dit anti-zioniste, c'est antisémite quelque part. Bien sûr. Donc, implicitement, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte ambigu, même si on ne le souhaite pas. Oui, alors en dialogue, je vais vous poser la question à tous les deux. Mais est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Est-ce qu'on a quand même le droit de critiquer la politique israélienne, la politique de Netanyahou? On a le droit de critiquer la politique israélienne sans être pour ça antisémite. Mais bien sûr. Écoutez, on a le droit de dire que Netanyahou a décollé complètement. Écoutez, j'ai publié il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, une lettre ouverte, pas n'importe quoi. Et pas à n'importe qui, au Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Cette lettre ouverte a été publiée dans le JDD, le journal du dimanche, où je lui disais,
pitié pour les Palestiniens innocents. Si vous continuez comme cela, Monsieur le Premier ministre, je l'ai rencontré à Tel Aviv et à Jérusalem. Netanyahou, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères d'Yitzhak Shamir, je l'ai rencontré à l'hôtel à l'hôtel David, et j'ai été reçu à la Knesset. Et je suis allé avec lui à Yad Vashem. Je le connais, Netanyahou. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous allez finir au tribunal pénal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je vous mets en garde, je le lui ai dit, c'est textuel écrit noir sur blanc dans ma lettre ouverte dans le JDD, qui a été reprise aussi par Opinion Internationale toujours, et par d'autres journaux, y compris en dehors de la France. Donc, il n'y a pas photo là. Je suis profondément pour l'État d'Israël et pour un État palestinien, et je condamne les exactions de l'État d'Israël aujourd'hui et de l'armée israélienne. Bien sûr, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le problème, c'est que les gens de LFI ne s'opposent pas seulement à la politique israélienne de Netanyahou, ils s'opposent à l'État d'Israël. Et sur la photo de cette région du Proche et Moyen-Orient, eh bien, Israël a disparu. C'est-à-dire qu'ils reprennent cette charte, la charte the river to the sea, de la rivière, du fleuve à la mer. C'est-à-dire qu'ils veulent la destruction d'Israël. Là, ce n'est pas seulement de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme, c'est de l'anti-Israël. C'est une double erreur. C'est une double erreur politique, morale, intellectuelle. On va en parler, on va continuer à en parler après cette petite pause avec Randy Alloz et avec Daniel Salvatore Schiffer. Effectivement, vous savez, comme disait quelqu'un, terre promise, si difficilement tenue. Le pays de Canaan. Et cette merveilleuse chose que je dis avant, quand Tristan Bérard, vous savez, juif français, a été arrêté, il dit, on nous traite de peuple élu, mais nous sommes en ballottage. Voilà. Bravo. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est très bien. On est toujours avec Randy Alloz, avocat franco-américain, et Daniel Salvatore Schiffer, écrivain, essayiste, et qui vient de rédiger cette pétition dont nous parlons depuis quelque temps, et vous-même, donc, ce vote juif Rassemblement National. Et ce qui est intéressant quand même, Randy Alloz, c'est au fond, il y a un mélange, mais c'est un mélange évidemment nécessaire, il y a les stratégies politiques, et puis enfin, il faut le dire, y compris Israël et tout le monde, une nation n'a pas des amis, une nation a des intérêts. De Gaulle l'avait dit, et c'est très vrai. On voit très bien, peut y avoir changement d'ailleurs demain, que ce soit Israël et autres, peut y avoir changement de politique par rapport à tel, si je suis dans tel ou tel voilà. Je veux dire, moi, c'est très frappant parce qu'on parle du pacte germano-soviétique, on a parlé. Mais c'est vrai que, et heureusement pour nous, mais si Hitler n'avait pas fait la folie totale d'attaquer l'URSS, on se demande où on serait aujourd'hui, hein. On pourrait vraiment se poser la question. Randy Alloz, alors pour vous, est-ce que vous dites il y a un vote, mais on sait qu'il y a un vote juif aux États-Unis. Bon, mais aux États-Unis, la communauté juive est forte de plusieurs millions de personnes. Non, je sais pas, ils sont 6-7 millions. Exactement, autour de 5-6 millions. Bon, oui. En France, c'est quoi? C'est 100 000, 120 000 500 000, 550 000. On est la plus grande population en dehors de l'État d'Israël, à part les États-Unis. Ouais. Ce sera en France. New York est la plus grande ville juive du monde, peut-être, après Tel Aviv, mais je parle de pays. Après les États-Unis, il y a la plus grande population juive. Oui, la plus grande population juive hors Israël est en France. Après les États-Unis. 600 000, oui, c'est ça. 550 000, 600 000 environ. Oui. Et alors, et vous dites-vous, enfin, moi, j'ai pas du tout enquêté là-dessus, vous dites-vous qu'il y a un très grand désarroi, une très grande inquiétude qui règne aujourd'hui. Oui. Et ça, je l'ai vu exprimer dans les différentes, parce que je fréquente tous les milieux, à gauche, à droite et à centre, et c'est toujours la même inquiétude. C'est la sécurité des familles, à l'école, comme malheureusement pour cette fille qui a été violée, c'est la même chose, que ce soit jusqu'aux écoles, dans les quartiers chics, et que j'ai été témoin et que j'étais appelé par d'autres amis dans les familles où il y avait des manifestations des pro-palestiniens devant des écoles avec des élus, des LFI devant des collèges,
Ce qui est donc aujourd'hui, et qu'ils ont fait peur aux enfants juifs qui sont rentrés chez eux, et c'était avec l'accord du directeur de l'école qui a permis à cette manifestation devant une école. Donc aujourd'hui, on est vraiment confronté à une situation délicate. On fait un amalgame entre comme on avait dit, une importation d'un conflit entre le Hamas et Israël. Après, aujourd'hui, la guerre qui est menée, et je pense c'est beaucoup plus compliqué, votre invité a une position particulière vis-à-vis des Netanyahou, je pense qu'il est dans une situation très compliquée, situation très délicate, et il doit faire des choix important par rapport au pays, et je dirais qu'il y a temps et une place pour juger les personnes qui après cette guerre. Ça, c'est la politique israélienne. Mais je voudrais juste revenir, avant de redonner la parole à Daniel Salvador Schiffer, je voudrais revenir à ça. Vous rencontrez des juifs, vous rencontrez des non-juifs ici en France. Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup qui sont... Alors, est-ce que c'est vraiment entre juifs et non-juifs, ou entre sympathisants ou non-sympathisants? Non, parce que je fréquente une synagogue qui est purement à gauche. Et je suis un des seuls à être à droite, je ne vais pas dire. Voilà. Donc, moi, et j'ai eu le plaisir pour être accepté et faire partir de ce milieu et échanger avec des gens dans tous les spectres, de toute opinion, de toute orientation politique, on en discute, on se respecte, ils sont d'accord, pas d'accord. Moi, j'étais toujours pour le dialogue. Et même quand je débat et c'est ça ce qu'on s'apprécie avec les démocrates ici en France et même en Europe quand j'ai des débats avec eux, on se respecte, on s'insulte pas, on se parle, même si on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on peut plus les faire parce que les positions, d'accord, on peut avoir des positions différentes, mais aujourd'hui, les choses sont tellement clivées. Ça devient violent, c'est violent. C'est violent parce qu'il n'y a que la violence aujourd'hui. Et que tous les juifs, je vous dis, dans toutes les familles, ils enlèvent le mezouza, c'est les petites... oui, les petites sur les portes. Là, oui, dans les portes, ils ont enlevé par crainte. Leurs enfants ont peur de sortir. Ils ont Ceux qui portent la kippa ne la portent plus. Ils ne portent plus le kippa, mais ça fait longtemps. Ni l'étoile de David aussi. Ils ont enlevé. Et je pense que aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude et qu'ils ne savent pas quoi faire, et que même ceux qui sont à gauche sont confrontés à une polémique parce que, et ça on n'a pas parlé ici, c'est le vote blanc. Et chacun dit le vote blanc, mais si vous votez blanc, ça va en faveur éventuellement de l'opposition. Non, c'est la position que décrivait Daniel Salvador Schiffer, ceux comme Elisabeth Badinter, ni LFI, ni Nouveau Front Populaire. Oui, ça fait pas d'affaire. Mon ami, mon très cher ami Marek Alter, c'est pareil. Ou bien aujourd'hui, vous avez vu parmi les politiques Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls dans la tribune du Monde. Je voudrais pour qu'on soit bien clair, j'aime être nuancé dans mon discours, dans ma pensée, afin qu'on ne me prête pas des mots ou des pensées que je n'ai pas, ou des intentions que je n'ai pas. Ma lettre ouverte à Netanyahou n'est pas une condamnation de Netanyahou, a priori, ni une condamnation de l'État d'Israël ou de l'armée israélienne. Je dis simplement à Netanyahou, soyez raisonnable, défendez-vous, mais dans les justes proportions. N'allez pas assassiner, tuer des innocents. Je parle des populations civiles. Alors je sais que c'est difficile. Oui, mais vous savez, les proportions, c'est 1 pour 1. Oui. Et quand vous regardez la France et les États-Unis, ils étaient pour chaque militaire adversaire, c'est entre 10 et 20. Donc on peut dire qu'Israël est quand même un des armées les plus morales parce qu'il fait très attention. Et excusez-moi, ça c'est très important. Je ne sais pas si on peut parler de morale en tout cas en tant que guerre. Non, mais il faut prendre des mesures pour protéger les citoyens à Gaza. Ils préviennent les gens via SMS, ils envoient des petites flyers, des avions pour prévenir qu'avant de bombarder un lieu, pour que les civils peuvent partir. Oui, donc quelle armée fait ça? Oui, il a quand même 35 000 morts. Hein, oui, mais ils incluent la Hamas, incluent aussi les terroristes parmi ces 35 000 morts. Donc vous demandez, c'est le ministère de la Santé des Hamas qui a donné ces renseignements, ces informations. Attendez, on ne pourra pas faire ça parce qu'on n'a pas quelqu'un, parce qu'on n'a pas quelqu'un du côté des Palestiniens. C'est pas un dialogue. À ce moment-là, j'organiserai un débat entre Palestiniens, pro-Palestiniens et pro-Israël, parce que là, ce n'est pas le sujet. Sinon, il y aurait eu d'autres participants. On est en train de parler des élections. Mais on va marquer une courte pause, André, si vous permettez. Après cette courte pause, on y reviendra bien sûr avec vous au 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, dans tous mes états. Daniel Salvatore Schiffer, intellectuel, auteur effectivement de Wokisme contre Wokisme. Je recommande celui-là aux éditions avec Bonnier. Et puis l'autre, L'humain au centre du monde, et l'avocat franco-américain Randy Yaloz. Et on parlait effectivement de ce vote. Mais je voudrais justement, les élections, vous savez, on est aujourd'hui mardi, dimanche, premier tour. 30 juin. 30 juin, second tour, 7 juillet. Alors, on va pas faire du café du commerce, des prévisions électorales, mais quand même, on voit les sondages ne seront pas tellement. On voit quand même deux blocs émerger, c'est vrai. On les voit dans toutes les cartes. C'est d'un côté le Rassemblement national qui a 33, 35, 36, ou peut-être plus. 37. 37. Oui, on va voir, on ne sait pas. Et puis le nouveau Front populaire qui est quand même à 25, je crois, ou pas loin, comme ça. Et puis bien derrière, il y a effectivement Renaissance. etc. Bon. Donc, il va y avoir ça. Donc, effectivement, on verra après, premier tour, chacun vote, et après, il y a les tractations, etc. Et ce qui va être très intéressant, un dialogue, parce que, ok, il y a le vote juif, d'accord, c'est 700 000, mais il y a 45 millions de Français qui vont voter, il faut quand même dire ça, et je me permettais de vous dire que le vote juif, de ce point de vue, c'est peanuts. Oui. Voilà, on est bien d'accord, même si c'est important. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, effectivement, il va y avoir, par exemple, une abstention forte, alors qu'on dit qu'il va y avoir moins d'abstention que d'habitude? Ils pensent que 64% des électeurs inscrits vont aller voter, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Pour une législative. Alors, vous espérez quoi, en fait, Ranilos? Qu'il y ait un rassemblement des démocrates, c'est quoi votre souhait, disons, en tant que Français? Moi, je pense qu'il faut que chacun, voilà, comme mon analyse, s'il faut analyser qui est dans votre circonscription, voir qui sont susceptibles de gagner au moins les premiers tours, et décider en fonction de cela, que ce qui sera représenté de nos valeurs républicaines et démocrates, que ce soit éventuellement, si demain, ce sera les partis de M. Macron contre les Front populaire, le nouveau Front populaire, il faut voter Macron. Si ce sera éventuellement les RN d'un côté contre les nouveaux Front populaire, il faut faire un choix. Et si c'est Macron contre le Rassemblement national? Il y a les questions qui se posent. Et ça, c'est la deuxième question qui se pose entre différentes personnes. Et ça, c'est la question que je pose. Moi, j'ai une difficulté et c'est les questions que je me pose et je crois qu'on n'est pas clair. Il y a une ambiguïté du gouvernement Macron parce que certains de ses membres de son gouvernement, ils ont dit en cas de duel entre RN et les nouveaux Front populaires, ils ont voté le nouveau Front populaire. Donc, est-ce que M. Macron, et en tout cas un certain nombre de personnes dans son parti, dans son alliance, souhaitent faire union avec eux à la suite, si demain le RN n'a pas la majorité, parce que il semblerait que M. Bardella a dit que s'il n'a pas la majorité absolue, il ne voudra pas être Premier ministre. Tout à fait, il a dit, oui. Donc, dans ce cas-là, on peut imaginer une alliance entre les camps de Macron. C'est ça qui vous inquiète? Moi, je m'inquiète. Et c'est ça, c'est compromission que je parle notre invité, qui me dérange. Parce que, comment ça va se passer? Parce que l'effet qu'il y a une exclusion totale du côté de Macron, il joue pas sur les deux côtés, je pense, ici, il peut pas être pragmatique, c'est un vrai souci. Je dis pas l'un ou l'autre, il a pris déjà position et déjà, on voit que son gouvernement a pris position contre les RN. Je connais certains membres des RN qui m'ont dit que même à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous connaissez les députées européennes, Patricia Shannon, elle était exclue d'une église par le préfet de Pierre-Saint-Miquelon, et elle a écrit, elle a mis ça sur son réseau, j'ai suivi, et que le préfet, sa femme, l'a fait exclure de l'église sur place. Est-ce que c'est quelqu'un qui
femme du préfet se permet de faire ça. Il y a un devoir de réserve. Comment un préfet... Mais moi, je vais essayer d'expliquer ça. C'est aujourd'hui, est-ce qu'au sein du gouvernement Macron, il y a quand même une ambiguïté vis-à-vis C'est votre interrogation. Non, mais moi, je pense qu'il y a une erreur absolument fondamentale de stratégie politique de la part de Renaissance et des Républicains qui devaient s'allier depuis très longtemps s'ils voulaient exclure, comme ils disent, les extrêmes. Je pense que le parti, le PS et Place Publique devaient aussi s'allier avec eux. Ils devaient faire créer un vrai front républicain. Ils ne l'ont pas fait et ils en payent les pots cassés. Je pense que les socialistes, quoi que dise Olivier Faure et quoi que dise Raphaël Glucksmann, vont se retrouver absorbés par LFI et Mélenchon, qui est une vraie bête politique, quoi qu'on en pense, un vrai animal politique. Je pense que c'est une grave erreur qu'ils ne devaient pas faire ça. Je ne pense pas du tout que Macron et la Macronie va revenir dans le jeu politique et seront au second tour. Je pense que la Macronie est morte parce que la Macronie vous croyez qu'ils seront effacés? Je pense que Emmanuel Macron sera effacé et ne passera pas à l'histoire. Tout simplement. Je veux dire, à part, c'est quelqu'un qui a commis beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs politiques. C'est à Paris que prennent beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que Macron n'a pas compris une chose. Et c'est drôle pour un bon élève qu'il était à Amiens. C'est que la France est un pays profondément clivé, idéologique. Le centre qu'il voulait construire, et qui est tout à son honneur, il oublie qu'il y a une gauche et une droite en France depuis 1789. C'est très clair. Qu'on le veuille ou non, c'est l'histoire de la France. Alors, juste un mot quand même, et vous pouvez aussi répondre, Andy. Est-ce que quand même le clivage... gauche-droite. Oui, gauche-droite, je dis pas qu'il est dépassé complètement. Enfin, il a été quand même très, très, très grignoté, voire supplanté par le clivage, je dirais, nationaliste, ou enfin, patriote et souverainiste. Alors, patriote et mondialiste, je veux dire. C'est quand même très important. Regardez, vous parlez d'Israël aujourd'hui. Attendez, moi, quand je dis ça, le CRIF et compagnie sautent en l'air. Mais quelle est la nation la plus identitaire du monde aujourd'hui? Aux modes identitaires? C'est Israël. Et elle n'est pas la seule. Si Israël, s'il n'y avait pas une identité juive, bien sûr. Il n'y aurait pas Israël, ça n'existe pas. Mais parce qu'il faut distinguer le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays, de sa patrie, Israël, la France. Le nationalisme, c'est la haine des autres pays. C'est ce que disait Mitterrand. Absolument. Et avant lui, quelqu'un d'autre encore. Mais Israël, je veux dire, moi je connais des Arabes qui vivent à Israël, qui vivent à Jérusalem et à Tel Aviv. J'ai beaucoup d'amis arabes israéliens. Ils ont le passeport israélien. Et qui se revendiquent. Et ils sont musulmans, ils sont pas juifs, mais ils sont israéliens. Je veux dire, Israël est le seul pays dans cette région du monde, le Proche-Orient, profondément démocratique. Avec un parlement, avec des ministres élus démocratiquement, c'est une république. Elle a tous les aspects de la République. Et je voulais dire que les caractéristiques qu'on attribuait dans l'ancienne extrême droite en France, je parle du FN de Jean-Marie Le Pen, l'antisémitisme, l'antirépublicanisme, parfois l'appel, je dis pas la violence, mais en tout cas à une certaine subversion dans la rue. Aujourd'hui, elle se retrouve à l'extrême gauche. Les vrais anti-républicains aujourd'hui sont à l'extrême gauche. C'est LFI qui appellent à la violence, y compris à la veille des Jeux Olympiques, ce qui est extrêmement dangereux. Ça met toute la France. Et d'ailleurs, on voit qui est dans la rue. Et dans la rue, je veux dire, l'anti-républicanisme, le non-respect des lois de l'Assemblée nationale en arrivant, par exemple, avec le drapeau palestinien. L'antisémitisme, l'antisionisme, tout ça, ce sont des valeurs anti-républicaines qu'on retrouve à l'extrême gauche, chez LFI en tout cas, et le nouveau parti anticapitaliste, mais qui ne sont pas au RN aujourd'hui. Il faut quand même il faut rester honnête. Je n'ai jamais été FN, jamais je n'ai voté FN. Moi je viens de la social-démocratie, j'ai toujours voté pour la gauche républicaine ou en 1995 pour Chirac et son parti lorsqu'il s'était présenté au présidentiel. Jamais je n'ai voté à l'extrême droite. Mais aujourd'hui, sur la question fondamentale, essentielle, focale de l'antisémitisme, entre le nouveau Front populaire, parce qu'il y a LFI et le NPA dedans, et le RN, je suis désolé, j'ai la position d'Alain Finkielkraut, j'ai la position de Serge et Arnaud Klarsfeld. Vous allez voter FN, vous? Non, pas FN. RN, c'est pas pareil. Je viens de RN. Non, mais j'ai fait exprès pour voir si vous... Non, parce que pour moi, la question de l'antisémitisme, pour employer un mot à la mode, écrase tous les autres arguments. La question de l'antisémitisme est essentielle. Il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan économique, social, entre le RN aujourd'hui, qui, par certains côtés, a un programme de gauche,
Oui, en même temps un peu libéral, conservateur. Bien sûr. On se comprend. Par contre, sur cette question essentielle, fondamentale de l'antisémitisme et de l'antisionisme, qui pour moi est une question majeure de civilisation, de culture et d'avenir de la France et de paix républicaine, évidemment, on se goûte pour moi, il n'y a pas photo. Comme beaucoup de mes amis qui ont signé la tribune que j'ai publiée dans Le Point, bien sûr, ils ne le diront pas, et je ne lui dirai pas non plus qui, parce que je ne suis pas un délateur, je reste réservé et pudique, mais en ce qui me concerne, et je n'engage que ma personne, eh bien, oui. Peut-être, hélas, je voterai RN. Et vous, Andy Alloz, vous voterez quoi? Moi, si je suis face à un duel entre les nouveaux Fronts populaires et les RN, il n'y a pas de choix pour moi aussi. Je pense que si on doit prendre... Et je pense qu'il faut faire confiance. C'est une partie qui aussi est une légitimité. C'est devenu une partie la plus importante en France. Donc, ils veulent normaliser aussi leur position. Ils ont évolué. On a vu, on les voit au sein de l'Union européenne, leur position pro-Israël, contre l'antisémitisme. C'est clair, ils ont adapté une position aussi au sein de l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme. Donc, ils ont déjà plusieurs années derrière eux. Et d'accord, il peut y avoir pour certaines personnes un passé de cette ambiguïté, mais on ne peut pas non plus faire un procès d'intention. Aujourd'hui, il y a un mécanisme en place. C'est ça ce qui est simple quand je dis ça aux autres. Je veux dire, même si demain vous votez RN, si c'est ça le cas, le président a dans 12 mois la possibilité de dissoudre à nouveau s'il devient les désordres. Dans un an. Dans 12 mois. Dans 12 mois, l'Assemblée nationale. Donc, la Constitution propose des mécanismes à notre démocratie pour gagner un équilibre au sein du pays. Et je pense qu'il faut faire confiance à nos institutions et pour avancer. Et puis, le monde est là, le monde continue, la politique continue, et puis les hommes et les femmes de bonne volonté continuent. Merci Randy Alloz et merci Daniel Salvador Schiffer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain, comme tous les jours, de midi à 14h. Vous aussi, chers auditeurs, merci. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaye, à demain. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.